Sous-titrage ZDF 2101-2026 4e année, jour 332 depuis le début de l'invasion totale. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, le rapport quotidien signale une détonation intéressante à Krasnodar. Mais nous constatons aussi de très mauvaises conditions logistiques. Nous allons aussi examiner des géolocalisations près du front à Pokrovsk et d'autres sujets. Regardez ici. Des unités ukrainiennes détruisent avec des drones un dépôt de munitions d'artillerie russe. Les systèmes sans pilote utilisent fréquemment une connexion fibre optique pour transmettre des images et données de contrôle très stables et à faible latence, permettant de piloter l'appareil en zone protégée ou difficile d'accès. Avant qu'on ne se demande pourquoi une telle cible n'est pas protégée par des brouilleurs, je suis presque sûr que les Russes en avaient un teint là-bas. Il ne brouillant que les ondes radio, inutiles pour un drone à fibre optique, comme je l'ai déjà mentionné. Elle est presque impossible à brouiller car le signal passe par fibre optique et non par radio comme d'autres drones, ce qui la rend très dangereuse. L'inconvénient est que vous êtes limité à la portée du câble à fibre optique que vous transportez. Les premiers sites que nous avons vus avaient une portée de 5 à 20 km ensuite, 40 km et maintenant nous sommes dans une plage comprise entre 70 et 80 km. Un câble à fibre optique que vous déroulez en volant, enroulé sur une bobine. Peut-on encore voir les débris projetés dans les villages voisins? Sinj est sans doute le dépôt vu exploser hier, mais désormais des vidéos montrent comment cela s'est produit. Dans le Krasnodar Kraï, un missile de défense aérienne russe s'est écrasé dans une zone résidentielle. Ce n'est pas la première fois, mes spectateurs ne devraient donc pas être trop surpris. Je pense que rien que l'année dernière, nous avons vu 7 ou 8 incidents de ce genre. Des images montrent un grand cratère entre des immeubles résidentiels, ce qui indique évidemment que la fusée a soit été déviée de sa trajectoire, soit s'est écrasée de manière incontrôlée après le lancement. Comme je l'ai déjà dit très souvent, la Russie est le seul pays au monde qui tire à plusieurs reprises des missiles de défense aérienne sur de petits drones volant à basse altitude, à seulement quelques mètres au-dessus des habitations de sa propre population. Les mesures d'interception contre drones ou missiles finissent souvent par menacer la population civile, surtout en cas d'échec. Mais cette fois, cela semble différent. Ici, nous voyons comment la roquette frappe effectivement le complexe résidentiel que nous venons de voir. Aucun drone n'a été intercepté, ni même tenté de l'être. Regardez, voici le lieu de lancement. Et bien sûr, ce n'est pas ainsi que cela se passe lorsqu'un système de défense aérienne tire une roquette. C'est ainsi que cela se passe lorsqu'un système de défense aérienne explose. Et ici, on voit aussi de très nombreuses directions différentes dans lesquelles la fumée s'élève. Nous voyons des débris et un vaste incendie, signe évident d'une explosion. Je suppose qu'au moment de l'explosion, un missile s'est déclenché et a volé de façon incontrôlée vers l'immeuble résidentiel car il était chargé. Ce n'était pas une faute de leur part, mais une défaillance technique car je n'ai connaissance d'aucune attaque de drone là-bas. Mais vous voyez, ce genre de choses est toujours dangereux. Et d'où vient cette défaillance technique ? Eh bien, la plupart du temps, surtout du côté russe, on n'accorde pas autant d'importance à cela que par exemple chez nous en Allemagne. D'une part, les réglementations sont moins strictes. D'autre part, les soldats sur place y accordent moins d'importance. Que faire si une pièce casse et qu'on ne peut pas la remplacer à cause de la logistique en retard? Si la pièce n'a jamais été fabriquée, on ne tente souvent plus de la remplacer ou on la remplace provisoirement. C'est alors que ce genre de situation peut se produire. Je n'étais pas sur place, je ne connais évidemment pas non plus les décombres, je ne connais pas non plus la cause. On voit juste que ça a explosé, mais c'est ce que je soupçonnerais le plus probablement. À Irchin, région de Pokros, la bataille continue. Les Russes se trouvent désormais quelque part au sud-est de la ville, mais les Ukrainiens sont aussi encore sur place et contrôlent la zone mieux que les Russes, du moins à l'heure actuelle, on peut le dire ainsi. Sur cette séquence, des soldats de la 155e brigade capturent un des Russes dans une cave. En bleu, nous voyons les Ukrainiens, en rouge les Russes, et tout cela a été enregistré ici à l'emplacement de l'épingle rouge. Et si 2 Ukrainiens capturent 3 Russes à découvert sur le terrain, on peut supposer que le contrôle est ukrainien ici, pas russe. Pourtant, ils ont réussi jusque-là. Cela signifie que les 3 personnes ont pu avancer plus ou moins sans problème dans le premier tiers du village. Regardons simplement les positions. Sur la carte, on le voit assez bien. Ici se trouve Pokrovsk. Pokrovsk est désormais totalement contrôlé par les Russes, comme mentionné hier. Ils attaquent en maintenant sans cesse par la route. Ils ont avancé en sécurité jusqu'ici.
Il y a 4 grandes fortifications, une ici, ici, ici et là-bas. Le statut de celle-ci est inconnu. Je suppose qu'elle reste totalement sous contrôle ukrainien, tout comme celle-ci, puisque l'offensive russe se limite surtout à la zone rouge ici. Et si on regarde plus loin, il y a ici 2 autres fortifications. Celle-ci pourrait désormais être aux mains des Russes. Sinon, ils n'auraient même pas pu se connecter à la ville. Qu'est-ce que c'est ici ? D'ailleurs, tout ce qui est indiqué sur la carte, donc ici entièrement tracé comme ces fortifications, c'est le symbole d'une fortification. Il y a aussi un autre symbole qui ressemble à ça. C'est pratiquement la même chose mais avec une ligne en pointillé. Les pointillés indiquent qu'on attendait quelque chose à cet endroit, ou qu'un projet était prévu ou en construction. Ici, il s'agissait d'une attente à l'époque. Je pense que je les ai dessinés ici il y a environ 9 mois, bien avant la bataille de Pokrovsk, pour indiquer où les Ukrainiens construiraient leur ligne de défense. Ce n'est évidemment pas une longue ligne de fortification continue, elle se compose seulement de petits segments comme on peut le voir ici. On peut donc supposer que, même si les Russes ne progressent pas beaucoup ici au sud, ils ont percé à cet endroit. Arrivés au village, ils ont ensuite progressé le long du cours d'eau jusqu'à l'épingle rouge. Ils ont également été aperçus ici, à l'épingle bleue. Là, un drone ukrainien a frappé quelques soldats russes. On constate que dans la zone jaune, les 2 camps coexistent sans ligne de front nette depuis plusieurs mois. Vous souvenez-vous de la bataille de Bakhmout et de ses rapports de situation ? À l'époque, je pouvais dire avec précision jusqu'à l'immeuble près qui se trouvait où, quelles unités, quels groupes, qui contrôlait quelle rue ou quel quartier. La sécurité opérationnelle était moins prise au sérieux à l'époque. Les Russes et les Ukrainiens publièrent presque quotidiennement « nous sommes exactement ici. Nous avons précisément conquis cette maison. » J'ai pris une photo devant ce panneau de rue. Le lendemain, un drone frappe, comme le faisait souvent le groupe Ahmad. Ils sont allés dans la tranchée avec les soldats russes et l'ont posté sur TikTok. Les Ukrainiens l'ont vu. Le groupe Ahmad s'est replié. Pourtant, les soldats sont restés dans la tranchée et ont subi des bombardements d'artillerie les jours suivants. Aujourd'hui, cela n'existe plus vraiment, ni côté ukrainien ni russe. C'était plutôt un phénomène qu'on pouvait observer beaucoup plus souvent du côté russe, mais aussi dans le cadre de 2023. Lors des préparatifs de la contre-offensive ukrainienne, les Ukrainiens faisaient eux de nombreuses actions de relations publiques, montraient beaucoup et organisaient de grands rassemblements de troupes pour signaler leur présence et leur préparation. Les Russes qui devaient nous craindre, et ils ont fait et font encore des choses de similaires. Mais davantage dans ce style à l'époque, de façon non censurée et très publique. Mais comme je l'ai dit, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Cela complique ma géolocalisation et celle d'autres personnes qui le font encore plus intensivement. Mais on voit ici, au moins dans la zone jaune, que 2 géolocalisations ont été signalées le même jour. Les succès des 2 camps montrent, même s'ils n'ont rien à voir l'un avec l'autre, que les 2 camps opèrent plus ou moins dans leur propre secteur. Selon moi, les Russes sont plus présents et représentés dans la zone de l'épingle bleue que celle de l'épingle rouge, ce qui est logique comme vu précédemment. Les soldats ukrainiens qui ont capturé les Russes ici pouvaient se déplacer plus ou moins librement, sans même chercher à se mettre à couvert. Des soldats russes de la 35e. Des soldats de la 35e brigade apparaissent dans une vidéo après un combat, préparant des souris des champs sur un feu de camp pendant une pause. Voici à nouveau le lien Telegram. La scène est commentée par les personnes présentes elles-mêmes et présentée comme un exemple d'improvisation extrême. C'est tout à fait exact, car on en vient à manger des souris. Cela souligne encore les problèmes d'approvisionnement alimentaire en Russie depuis 4 ans. La Russie n'a pas la plus forte armée, inutile d'en débattre. Sur le papier, peut-être déjà avant l'invasion, mais comme on le voit, ce n'était pas le cas. Cela ne dépend pas des soldats ni des individus. Surtout pour une armée, tout dépend d'une logistique efficace et la logistique est très très exigeante et aussi très coûteuse à mettre en œuvre. Ce problème a concerné la Russie et l'Union soviétique, et aussi de nombreuses sous-unités que nous avons toujours vues chez les forces russes ou autrefois soviétiques. La logistique est bien gérée, pourtant c'est souvent là que ça échoue, révélant la pression continue sur les troupes russes au sol. Avant de grandes offensives, invasions ou combats, les soldats reçoivent généralement de bons repas. En Occident, c'est par exemple la pizza, le rôti de bœuf, toujours des imitations ou une motivation. Pas de combat sans manger, tout le monde le sait.
Meilleure est-ce la nourriture, plus le soldat était motivé. Ici, c'est une scène après le combat. D'accord, c'est possible, mais cela ne change pas grand-chose si nous sommes déjà mal approvisionnés ici. Les autorités américaines ont saisi un autre pétrolier dans les Caraïbes. Le navire Sagitta a été arrêté et contrôlé car il aurait transporté du pétrole russe et appartiendrait à la soi-disant flotte fantôme. Zoraviov a pourtant déclaré il y a quelques jours qu'il faudrait couler les pétroliers soi-même ou que les États-Unis devraient s'attendre à des conséquences militaires. Mais encore une fois, rien de tout cela ne s'est produit. Au cours des dernières semaines, en fait depuis le début de l'année, il a été très frappant que l'Ukraine ait nettement réduit le nombre d'attaques contre les raffineries de pétrole russe et les dépôts de carburant. Entre août et décembre, il y avait presque quotidiennement, ou du moins tous les 1 à 2 jours, des frappes contre des raffineries, des dépôts de carburant ou d'autres infrastructures énergétiques situées en plein cœur de la Russie. Ce schéma n'est plus aussi visible actuellement qu'il ne l'était il y a encore quelques semaines. Cela n'implique pas forcément un changement de stratégie, mais plutôt une redéfinition des priorités. Avec la nouvelle année et les annonces pour 2026, soit d'autres offensives, il semble que l'Ukraine veuille à nouveau penser en termes d'opérations offensives. Ces dernières années, l'accent a surtout porté sur la défense, des contre-attaques ciblées et des frappes sur les infrastructures russes pour affaiblir indirectement la capacité militaire de Moscou, et surtout aussi leurs possibilités de paiement ou de revenus financiers. Il est donc possible qu'actuellement, des ressources, des munitions et des capacités de renseignement soient retenues pour des frappes coordonnées de plus grande envergure ou de nouvelles approches opérationnelles. Qu'il s'agisse réellement d'une préparation consciente en vue d'une action de plus grande ampleur ou simplement d'une phase temporaire de faible activité, il est bien sûr impossible de l'évaluer de manière fiable à ce stade. Il est trop tôt pour le dire. Cette tendance possible doit être observée sur une période plus longue. Je pense que si nous ne voyons rien évoluer d'ici avril ou mars, alors nous pourrons faire une prévision plus fiable à ce sujet. Merci à tous les abonnés, membres, l'équipe Algor, et en particulier au lieutenant-colonel Rennecke, Robert Ziller, Dietrich, Freddy et Meyerhofer. Abonnez-vous, likez, commentez et à bientôt pour le prochain rapport.